Allez, on est de retour à l'OEAC et cette fois, c'est bon, on a les bonnes images. Donc, on va pouvoir vous raconter tout ce qui s'est passé lors des manches qualificatives. On en a raté quelques-unes. On a parlé d'autres choses, n'est-ce pas, Guy? Mais cette fois, on est prêt avec, eh bien, ici, l'équipe des deux leaders du championnat. Ici, on est avec le russe Timur Zianov. Alors, c'est vrai qu'ils avaient un petit déficit. Le rallycross européen n'était pas venu sur cette piste française depuis 12 ans, donc eux ne la connaissaient pas. Peut-être un petit peu moins de facilité par rapport aux pilotes français qui, eux, l'utilisent tous les ans. Avec ici Yvette qui dit, voilà, qui nous parle un peu de la piste. Ça c'est un peu compliqué en fin de manche avec un de vos concurrents. Ouais, dans le dernier virage, il a tenté l'intérieur. Donc on est parvenus tous les deux à rallier l'arrivée, donc c'était là une bonne chose. Chris Meek qui est là également, qu'on reverra en Australie lors du prochain rallye du championnat du monde en remplacement de Sordo. Pilote très fin. Et c'est sa découverte pour lui du rallycross. Il a fait un essai juste avant de venir. Voilà, il faut essayer d'avoir des tours clairs parce que là, ça a très bien fonctionné pour lui en essai libre. Et puis là, en peloton, il y a eu des petites difficultés. Donc il y avait des gens très très lents devant moi, donc il n'a pas été forcément gâté par le tirage au sort. Et en plus, il a eu un accrochage avec une crevaison à l'avant gauche, ce qui est le pire. Bon, je sais que je pars avec un gros handicap, ça va être dur parce qu'il y a en supercar pas moins de 34 voitures engagées, il faut se hisser dans les 12 plus rapides. Alors, tout le monde part 5 à 5 et en fait, peu importe le classement, on regarde les classements de tout le monde et il faut systématiquement avoir été le plus rapide sur les 4 tours chronométrés avec en plus un passage dans la portion Joker. Et on passe directement à la 4e séance qualificative, la dernière avant décisive en fait pour se qualifier pour les demi-finales. Tout à fait. Et là on a vu une superbe démonstration du grand frère de Peter Solberg, Henning, qu'on a vu également en rallycross avec c'est sa monstrueuse... Avec la Saab. L'ex-Saab de Per Eklund. Donc il n'a pas hésité à faire le spectacle avec son équipe. Et là c'était Matoan en fait, plus exactement. Et là il faut bien reconnaître qu'on était dans les séries les plus lentes. Chris Meek s'est remarqué en faisant une belle sensation. Et on rentre dans le vif du sujet avec une magnifique séance avec Jean-Luc Payet qui a été 11 fois champion de France, qui a été une fois champion d'Europe. Il y a de sa 20 ans, Jean-Luc est une figure du rallycross français, européen et bien sûr de l'OEAC. Alors on regarde comment ça se passe. Là, il y a eu une voiture qui n'a pas démarré manifestement. Ça se passe plutôt pas mal pour Jean-Luc Payet qui n'a rien perdu de son talent. On le verra, il y a le fils qui a pris la relève. Il y a quand même des belles frictions. Alors que là, voilà, une stratégie. On est dernier. On voit la dernière voiture qui prend son tour joker, donc qui prend l'intérieur de la piste, mais qui en fait est plus longue en temps, en tout cas, que le tour normal. Alors c'est vrai qu'on voit un peu des voitures de rallycross toute génération confondue, des voitures qui ressemblent au nouveau format, d'autres aux plus anciennes. Alors ce qui est la particularité du rallycross, c'est qu'effectivement on peut rencontrer des voitures d'ancienne génération, des voitures de nouvelle génération, mais on se rend compte finalement que l'équilibre y est respecté parce que même des voitures d'ancienne génération peuvent être très performantes de par les pièces qu'ils récupèrent de voitures de nouvelle génération, des voitures de rallye. Enfin bref, c'est un puzzle qui fonctionne très bien et des voitures qui sont très homogènes en termes de performance. Très proches l'une de l'autre. Et on rappelle la puissance, donc 550 chevaux, Sébastien nous l'a dit tout à l'heure, mais ça passe de 0 à 100 km/h en 2 secondes 5, c'est l'équivalent d'une Formule 1. Jusqu'à 100 km/h, après, la F1 prend le dessus. Tout à fait, 550 chevaux, effectivement, par rapport à 340, aux alentours de 340 pour les voitures de WRC qui sont des 1600 cm3, alors que là, on a des voitures qui ont des 2 litres avec 550 chevaux et 82 mètres kg de couple. Ce sont quand même des voitures qui sont très performantes.
Alors tout le jeu en fait dans les séances qualificatives, eh bien, c'est malgré tout si possible essayer de finir premier, c'est le meilleur moyen de faire le meilleur temps de sa série, mais si possible en essayant de ne pas être gêné, de ne pas se gêner non plus entre concurrents pour être compétitif par rapport aux autres pilotes qui vont se retrouver dans les autres séries, Voilà. c'est bien ça. D'où le Tour Joker qui a été inventé pour ça et qui est vraiment une très bonne décision des instances fédérales d'avoir mis ce Tour Joker qui permet de pouvoir doubler un concurrent qui est plus long que vous et qui surtout évite des carambolages qui existaient auparavant. Il en existe encore aujourd'hui, mais par ce Tour Joker, il y a quand même beaucoup moins de poussettes, entre guillemets. Allez, on est dans le dernier tour avec la victoire de Jean-Luc Payet lors de cette quatrième manche qualificative. Il a fait une belle manche. Une magnifique manche. Malheureusement, il a eu des soucis mécaniques lors de la première journée et il n'est plus en mesure de se classer parmi les 12 premiers. Donc, on ne le retrouvera pas en demi-finale. Mais ça, on le savait à la limite déjà avant. On le savait déjà. Mais on a pu. Mais belle prestation quand même de ce garçon emblématique du rallycross. Allez, on voit l'action au départ. C'est la partie en fait la plus spectaculaire, le départ, parce qu'on arrive à 4 de front, parce que là c'était les premières séries. Il arrive même qu'on arrive à 5 de front. La piste est large, elle fait 16 mètres, mais il n'y a pas la place pour 5 voitures. Ah non, il n'y a pas la place pour 5 voitures dans tous les virages. Et on a vu ce que vous disiez avec une terre, on est sur la partie goudron, mais une terre très compacte où on voit de la gomme se déposer. Oui, mais tout non, à c'est fait. pas du bitume, hein, c'est vraiment de la terre compacte. C'est de la terre très compacte. En fait, c'est un revêtement terre qui est très spécifique et qui est spécifique à l'OEAC. L'avantage qu'il y a, c'est que ça ne se creuse pas, ça reste vraiment très compact et c'est presque aussi dur que de l'asphalte, mais ça reste quand même de la terre et plus glissant que de l'asphalte. Allez, on progresse dans la hiérarchie avec les pilotes qui ont été un peu plus rapides lors de la manche précédente, avec Andy Scott, un habitué du championnat. Et puis, Hervé Lomenier, c'est lui qui accueille Sébastien Loeb, qu'on a entendu tout à l'heure dans sa structure. Qui n'est pas connu sous ce nom-là dans le milieu, c'est Knapik. Voilà, tout le monde connaît. Et voilà, ça. Une voiture qui n'a pas pris le départ. On va surveiller la prestation de Jean-Philippe Dérault face à Andy Scott. Jean-Philippe Dérault est actuellement deuxième avec la voiture, la Peugeot 207 WRC, qui n'existe pas, qu'on n'a jamais vu en WRC, mais qui existe en rallycross. Tout à fait. Il est deuxième derrière une autre 207, alors que logiquement, la voiture qui était dernière passe par le Tour Joker. On va voir ce que ça donne, on fera les totaux. Surtout qu'on se gêne devant. Manifestement, Jean-Philippe Dérault est plus rapide. Ah oui, il est très gêné et qui freine et qui ralentit. Et c'est d'ailleurs pour ça que si Doran n'avait pas été éliminé suite à la poussette qu'il y a eu avec Hansen, malheureusement Jean-Philippe n'aurait pas été qualifié. Mais comme Doran a été exclu, ce qui est tout à fait normal, Jean-Philippe est rentré dans la qualification. Alors Jean-Philippe qui tente de faire un passage par le Tour Joker. C'est vrai, il était gêné, donc c'est le meilleur moyen pour en profiter. Ouais. Le gros risque, c'est de ressortir troisième, de perdre une place par rapport à la voiture qu'il a déjà effectuée. Donc là, il y a toujours une partie stratégique et il y a un rôle très important qui revient aux membres de l'équipe qui conseille à quel moment, avec peut-être une stratégie adoptée si la voiture qui vous précède rentre juste devant vous. Avec ce Tour Joker, on ajoute au rallycross, à la préparation de la voiture, à la conduite du pilote, aux pneumatiques, on y rajoute une stratégie avec ce Tour Joker qu'il faut essayer de prendre au bon moment pour essayer d'abord de ne pas perdre de temps, puis ensuite d'essayer de revenir ou d'être le plus rapide derrière. Alors, on a vu le deuxième de la course, ici cette Citroën C4 pilotée par Morten Bermingrud, donc la jeune génération qui débarque en championnat d'Europe et qui le fait à temps complet, faire son Tour Joker. Jean-Philippe Dérault a pu récupérer la deuxième place et le leader, Andy Scott, lui doit effectuer son Tour Joker dans le dernier tour. Voilà. Là, ça va jouer dans le dernier tour. Est-ce que Andy Scott va pouvoir conserver l'avantage malgré le handicap de devoir passer par le Tour Joker? C'est toute la question. Le voilà Andy Scott qui rentre effectuer son Tour Joker, qui est assez rapide, qui comporte 2 sauts. Ça met effectivement du suspense. Et là, on se retrouve en sortie. Les deux voitures arrivent côte à côte. Et Jean-Philippe Dérault a pu en profiter. Mais comme il arrive avec un peu plus de vitesse, ils sont côte à côte, mais avec un peu plus de vitesse, il a pu passer Scott.
et à l'intérieur mieux placé pour le virage qui suit. Et voilà, Jean-Philippe Desraux qui est à la recherche ici des points parce que ça n'a pas toujours souri dans les manches qualificatives. Il est en lice pour la 12e place. Ça n'a pas souri, ça a pas mal souri. Et le problème, c'est qu'il y a eu des manches qui n'étaient pas très rapides. Il a gagné 3 manches qualificatives et il se retrouvait éjecté à la 13e place. Et en fait, c'est ça la complication de la réglementation actuelle du championnat d'Europe. C'est qu'il n'y a pas qu'une notion de place, il y a une notion de temps. Et comme il a été gêné par Scott, la manche de Jean-Philippe Desraux, malgré qu'il l'ait gagné, était moins rapide que les autres manches. Donc du coup, il se retrouvait avec beaucoup plus de points. Quand je dis plus de points, à savoir que, là aussi il faut l'expliquer, dans les manches qualificatives, c'est celui qui a le moins de points qui est en tête du classement général et celui qui a le plus de points qui est le plus loin. Voilà, bon, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est un peu compliqué. Autrement dit, le barème, peu importe le barème, voilà. En fait, c'est celui qui a été le plus régulier sur les 12 qui ont été les plus réguliers sur les 4 manches. Régulier, mais très rapide aussi. Très rapide. Je veux dire, il n'y a pas que le classement, il y a aussi les temps qui comptent. Régulier dans les temps. Voilà, tout à fait. Dans les positions et dans les temps. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Là, c'est vrai que ça se complique de plus en plus avec Henning Solberg avec sa Saab 9 francs, on en a déjà vu une, Kevin Procter sur Ford Focus, Anton McLoone avec une Polo, Alexander Val avec sa Citroën DS3. Et là on est avec Sébastien Loeb. Alors on l'a entendu tout à l'heure, on le sait, il se prépare. Et là il y a un gros enjeu parce qu'à ce stade de la compétition, il n'est pas forcément le seul maître de son destin. Non, comme dans toutes les courses de rallycross, parce que il y a tellement de possibilités d'accrochage. Les voitures sont la preuve en image. C'est que c'est vraiment très chaud. Les pilotes et les voitures sont très proches. Les voitures en performance, les pilotes en expérience et en pilotage. Et il est bien évident que pour faire la différence, il faut être agressif, il ne faut pas l'être trop non plus, pas comme tout à l'heure, mais malgré tout, il faut avoir une belle agressivité qui permette d'essayer d'être devant au premier virage, parce que c'est quand même très important d'être en tête au premier virage. C'est la particularité du rallycross. Alors sinon on va parler un peu, c'est un sport qui s'est développé d'abord en Angleterre, il est arrivé en France, c'était ici à l'OAC en 1976, et c'est vrai que c'est un sport qui s'est développé beaucoup dans les pays d'Europe du Nord notamment, avec, je crois que c'est les frères Solberg qui ont débuté par cette compétition, Henning le grand frère ayant entraîné Peter, qui eux-mêmes avaient été entraînés par leurs parents, si ma mémoire. Vous les avez côtoyés, vous savez mieux, Guy. Bien sûr que les frères Solberg sont aussi dans le rallycross depuis des années. Il y a un garçon qui est présent ici et qui est le papa du petit Hansen, on va dire, qui s'est fait sortir tout à l'heure. Kenneth a été un animateur, a été je ne sais plus combien de fois champion d'Europe de rallycross. 14 fois je crois. Ça doit être quelque chose. C'est un record absolu. Je me souviens à l'époque, quand j'étais directeur de Citroën, on lui donnait des pièces de championnat du monde des rallyes pour pouvoir préparer sa voiture, et il a toujours été sur une Citroën pour toute sa carrière, et c'est un garçon qui est très sympathique, avec Suzanne qui s'occupe de la communication et qui s'en occupe bien. Et d'ailleurs son fils roule, également sur une Citroën, tout à fait. Et le voilà, donc le grand frère, on en disait, Henning Solberg qui domine sa finale. Il devance Fabien Payet. Alors on parlait tout à l'heure du fils de, on a parlé du fils de Kenneth Hansen. Et bien on retrouve le fils de Jean-Luc Payet. Ouais. On se retrouve. Ce sont des belles histoires de famille, parce que Jean-Luc a été un animateur, et il est encore d'ailleurs, enfin, non seulement a été, mais est un animateur du rallycross français et européen. Et le fils a l'air d'avoir un coup de volant qui dérange un petit peu les autres, parce que bien sûr que quand on est souvent devant, ça peut déranger. Allez, pour terminer, pour donner toutes les clés avant les demi-finales qu'on suivra tout à l'heure, on va parler en fait de la quantité de pneus, parce que c'est vrai qu'on voit les voitures prendre des positions pas possibles sur les parties goudron. Voilà, il y a de forts appuis. En termes il y a une quantité de pneus limitée par pilote à gérer sur l'ensemble du week-end. Donc pour les manches qualificatives,
éventuellement pour les demi-finales si on se qualifie, et pourquoi pas pour la finale. Alors il y a 8 pneus, effectivement. Chaque pilote a droit à 8 pneus. S'il y a une crevaison, c'est tant pis pour lui. C'est toujours 8 pneus. Ça veut dire qu'il est obligé de faire avec les 3 pneus qui restent et puis prendre le meilleur des 4 qui sont le plus usés pour pouvoir terminer ses finales. Ce sont des pneumatiques qui sont... Ce sont des pneus qui sont très tendres. Ils ont la particularité d'être très tendres de façon à pouvoir... comme ce sont des runs qui sont très courts, ils sont tout de suite en température et il y a tout de suite l'adhérence maximum, d'abord sur le départ, puis ensuite sur les 4 tours qui sont les 4 tours de qualification. Et le promoteur a la particularité sur ce championnat d'Europe de conseiller un type de pneumatique pour lesquels ils font une assistance pour tout le monde. Donc tout le monde a les mêmes pneumatiques. Alors là, on écoute Anton Marklund, le pilote, le très jeune pilote de la Polo, frappé du numéro 92. Donc voilà, ça s'est mal passé pour lui, hein. Il y a eu contact et il a perdu pas mal de points. Et c'est un pilote suédois âgé de seulement 20 ans. Et en fait, il a été champion d'Europe la saison dernière des touring cars. On les verra eh bien, juste après les demi-finales. C'est une catégorie réservée. Alors, réservé aux voitures deux roues motrices, mais propulsion cette fois. Donc, c'est-à-dire que le mouvement du moteur est transmis aux roues arrière. Des voitures très spectaculaires. Et on va aller voir. Alors, c'est un plateau un peu plus limité parce que c'est vraiment spécial Europe du Nord. Ce qui prouve l'implication de l'Europe du Nord dans ces épreuves de rallycross. Et il a fait une énorme erreur, nous dit-il. Et pourtant, malgré son jeune âge, il a surpris pas mal de monde. Henning Solberg, qui juste là était le plus rapide de sa série. Toujours jovial, toujours jovial. Avec une voiture avec un gabarit énorme, on dirait une Batmobile hein, par rapport aux autres. Donc ça y est, je suis normalement... j'ai fait mon boulot quoi, hein. J'ai fait pour l'instant, moi j'ai remporté ma manche. On va voir si ça va pouvoir me conduire jusqu'à la demi-finale. Ouais, là vous êtes montré rapide hein, par rapport à la veille où il y avait eu des soucis. Et je suis rapide, hein. La performance est là. Et là on est avec Andy Scott avec sa Peugeot 208. Alors il a été un petit peu bousculé tout à l'heure par Jean-Philippe Desraux. C'est un pilote. Il était bousculé parce qu'il était vraiment trop lent et qu'il freinait beaucoup trop devant Jean-Philippe. Il a vraiment gêné Jean-Philippe et il a failli d'ailleurs éliminer Jean-Philippe. Si Doran n'avait pas été éliminé, Jean-Philippe n'était pas pris dans cette demi-finale. Alors à noter que c'est le doyen du plateau, il a 56 ans, il est écossais, Andy Scott, et il a commencé par la compétition moto. Et il accueille Chris Meek justement dans son équipe et ça l'aide peut-être à la mise au point. Il a dit c'est incroyable de quelle manière il peut être rapide et avec la vitesse à laquelle il s'est adapté à la voiture. Chris est aussi un bon metteur au point. Je dis aussi parce que Seb est un très bon metteur au point et Chris a aussi cette particularité, c'est qu'il s'intéresse beaucoup au réglage de la voiture. Avec une formation d'ingénieur, je crois, non, à la base. Alors là, j'ai cru lire ça. Je ne me souviens pas. Allez, on l'attendait. Sébastien Loeb, bon, alors c'est vrai, tout à l'heure en interview, il nous a dit, on est Grand Prix, il était dans l'avant-dernière manche, il partait 10e à l'extérieur. Ça s'est pas passé comme il voulait, mais on va voir vraiment ce qui s'est passé avec une vieille connaissance, Peter Solberg. Et c'est très serré parce qu'actuellement, avant cette dernière manche, Peter Solberg est juste derrière, est 10e au classement, mais à 1 point. Et à contact, voilà. Et la même chose en caméra embarquée. Comme on le disait tout à l'heure, le problème c'est qu'il traîne un petit peu comme un boulet ce problème de différentiel avant, dès la première manche qualificative et bien sûr qu'il se retrouve en 5e position à l'extérieur et c'est toujours très compliqué de pouvoir faire une performance quand on est le 5e sur la grille. Avec une DS3 qui porte des stigmates d'un contact. Et il est juste derrière un autre Français, Gaëtan Sarrazin, c'est le champion de France en titre. Et devant, regardez à quelle vitesse ça va. Regardez, il y a
eh bien c'est Peter Solberg qui est deuxième. Il est absolument harcelé par Tanner Faust. Et devant, eh bien c'est Backrund. Et voilà, le tour avec joker. une Citroën DS3. Donc Peter Solberg sur son tour joker très spectaculaire. Ouais. Hein, c'est vraiment un showman. Voilà, il a effectivement un style de conduite qui est vraiment très spectaculaire. Avec une voiture, on a l'impression qu'elle se déhanche complètement, cette Citroën DS3. Alors la particularité du circuit ici, avec plus d'asphalte qu'ailleurs et une terre beaucoup plus compacte, fait que les voitures de rallycross qui n'ont pas l'habitude de rencontrer un terrain comme celui-là ont probablement, d'ailleurs on le voit, les voitures se déhanchent pas mal, ont probablement des suspensions qui ne sont pas tout à fait adaptées à ce circuit. Probablement qu'en termes de réglage, on mériterait d'avoir des voitures un peu plus, qu'on aille vers plus de dureté en ressort, en barre et en amortisseur. Alors tout à l'heure Sébastien Loeb nous en a parlé, Peter Ouais, Solberg vraiment le show, et pourtant il est rapide, il ne perd pas tant de temps que ça au chrono. Très bien, voilà la confirmation. Il se débrouille pas mal, Tanner Faust. Alors Tanner Faust, c'est un pilote américain qui s'est révélé dans le drift, dans la cascade. Il est animateur d'une émission télévisée aux États-Unis. Et il est venu en fait 2 fois en Europe cette année, 2 fois il a gagné. Et puis il voulait prendre sa revanche par rapport à l'année dernière où Sébastien Loeb était venu chez lui au X-Games, une sorte de Jeux olympiques des sports extrêmes. Il avait battu. Et bien pour l'instant, il le précède. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, on va suivre cette finale. Enfin, cette arrivée, pas cette finale. Cette arrivée de manche qualificative. Et Sébastien Loeb qui doit se contenter de la 5e place. Alors, d'ores et déjà, on va voir les temps qualifs. Ce qui veut dire qu'il y a 4 pilotes qui ont été plus rapides que lui. Tout à fait. Logique. Et on va, jusqu'à présent, c'était Henning Solberg qui s'était signalé de la meilleure des manières. C'est vrai qu'il y a un peu d'inquiétude à ce moment-là. Il faut faire les totaux, mais surtout il faut attendre que tout le monde soit passé. Il reste encore une série. Voilà. Et là on voit, voilà, c'est là où on perd tout. Le passage est bloqué. On revoit, impossible. voilà. Ouais. On revoit le départ. Voilà, s'il y a un contact, après on se fait éjecter et la voiture qui est sur l'autre ligne en profite. C'est imparable. Peter Solberg lors de son passage dans le tour joker. Et nous, ce qu'on attend là, et bien à ce moment-là, ce sont les chronos. Voilà l'arrivée. Alors, les chronos de cette série de la dernière manche. Andreas Backrund, 2,34. Les temps qui ont chuté, voilà, on a abaissé les temps sur 4 tours chrono de pratiquement 3 secondes. Hein. Peter Solberg, deuxième. Mais la bonne nouvelle, c'est que, eh bien, on peut se dire, au pire, Sébastien Loeb finira 10e parce qu'il était plus rapide qu'Henning Solberg. Donc, ça sera un 10e temps assuré. Il y a encore 5 voitures à passer. Avec David Janet, c'est le seul représentant français engagé en championnat d'Europe de rallye Sur cross. toutes les manches. Sur toutes les manches. Hein. Il fait l'ensemble du championnat. Liam Doran, un pilote anglais qui s'est imposé à 2 reprises. Allez, et puis on en parlait tout à l'heure hein, de Timmy Hansen avec. Alors c'est la DS3 qui est. On la voit pas à l'écran, elle est blanche C'est la plus claire. Et bleue. Ouais. Et alors que eh bien c'est le français David Janet qui a pris la tête. Juste derrière lui, c'est Jérôme Grosset-Janin. Lui ne fait pas l'ensemble du championnat, c'est également un pilote français, un espoir. Il est en tête du championnat de France actuellement. Il a eu beaucoup de soucis. On sait d'ores et déjà, il a prouvé qu'il était rapide, mais on sait d'ores et déjà qu'il ne pourra pas se qualifier. Il a perdu trop de points en ne participant pas aux 2 premières manches qualificatives. Le leader du championnat. Alors, accrochez-vous, faut le prononcer, c'est Timur Temerzianov. Le champion qui titre. est en tête, voilà, champion en titre et champion en titre et en tête leader du championnat sans avoir gagné une course, je crois. Hein. Ouais. C'est la particularité. Contrairement à l'année dernière où il a fait carton plein et il était par le passé champion Super 1600, une catégorie inférieure qu'on verra vraiment tout à l'heure. Timmy Hansen. Voilà, qui prend son tour joker. Alors, le saut, en fait, on peut le passer de différentes manières. Hein. Si on est sur les 4 roues, c'est à peu près. On a l'impression que la voiture tombe bien à plat. C'est là où il va se faire pousser par Yann Doram. On va probablement le voir à l'image. Voilà, Yann Doram. Timmy Hansen, donc ça n'a pas encore eu lieu.
On va être dans le dernier tour au moment où eh bien, Liane Doran, qui précède, qui est assez long, mais va devoir faire son tour joker. Alors que pas de souci pour David Janet. Voilà, il repasse devant le leader du championnat, à savoir Timur Temerzianov. Alors là, c'est une grosse performance. On va voir ce que va faire Jérôme Grosset-Jeannin. Mais à la limite, voilà, il a hypothéqué complètement ses chances en rencontrant un problème mécanique. Alors c'est la 70, hein, la voiture de comme Jean-Luc Payet d'ailleurs. Voilà, voilà, ils ont prouvé qu'ils avaient le niveau, qu'ils étaient en forme malheureusement, mais on l'a dit, il n'y a pas droit à l'erreur. Alors Jérôme Grosset-Jeannin qui compte un peu, voilà, on va dire pour du beurre. Enfin, il fait sa belle prestation et il prouve son niveau européen. Il a touché. Et il chute à la 3e position avec David Janet actuellement 3e du championnat provisoire. Lui non plus sans victoire. Eh bien, devance le champion en titre et l'actuel leader. Une belle opération. Très belle opération. Alors, on n'a pas vu l'attentat de Doran sur Hansen. Alors, on voit Liane Doran arriver. Ouais. On voit Hansen qui est derrière. Alors, on ne le verra pas, peut-être pas, ou on verra la réalisation. En tout cas, eh bien, suite à cette action, Liane Doran se verra exclure de cette manche et ça lui vaudra d'être... de rater son billet pour les demi-finales. Et de faire monter Jean-Philippe Dérault, comme on le disait tout à l'heure, dans les qualifications de demi-finale. Alors Jean-Philippe Dérault, c'est un des équipiers de Sébastien Loeb ce week-end. C'est un pilote français extrêmement éclectique, qui s'illustre en course sur glace, qui s'illustre en circuit, oui. Un petit peu partout. Alors voilà l'attentat, hein, on l'a vu. Hein. Voilà. Alors là, c'est vraiment... c'est vraiment volontaire. Voilà, on voit la caméra embarquée, voilà, il prend un pied contre lui, il le pousse. Exact. Pousse-toi là que je m'y mette. La disqualification est tout à fait normale. Légitime et méritée. Exactement. Et on va peut-être pouvoir écouter les réactions. Peut-être à chaud, c'était pas le moment de venir les interviewer parce que les mots auraient pu peut-être dépasser leur pensée. Probablement que ça peut arriver. En tout cas, eh bien, David Janet non seulement a remporté sa série, mais en plus il s'est montré le plus rapide sur l'ensemble. On a vu qu'il avait un pilotage très propre. Il essaie de préserver ses pneumatiques. Il essaie d'être le plus propre possible, de glisser le moins possible. Deux styles de pilotage complètement différents avec celui de Peter Solberg dont on parlait tout à l'heure. Et donc les 12 qualifiés qu'on va retrouver pour la demi-finale, l'actuel champion en titre et leader du championnat va peut-être remporter sa première victoire. Il précède David Janet. Et la première finale, demi-finale opposera Temerzianov, Bakrud, Hansen, Serrazin, Loeb et Solberg. En fait, c'est tous les pilotes qui sont classés 1er, 3e, 5e, 7e, 9e et 11e. Et dans l'autre, ce sera les 2e, 4e, 6e, 8e, 10e, 12e. Donc 6 voitures au départ, une course de 6 tours. Et on va écouter les réactions avec Timmy Hansen, qui était... Vous êtes vraiment très mécontent de ce qui s'est passé. Oui, il n'y a rien à dire, il m'a éjecté dehors. Non, il devrait savoir que c'est pas autorisé de faire ça. Voilà, il est allé voir les officiels et il a eu finalement gain de cause Timmy Hansen. Et en ce qui nous concerne, on va marquer une page de publicité. On se retrouve tout de suite après pour revenir au vrai direct, les demi-finales. Retrouvez le meilleur de la technologie dans le championnat d'Europe de rallycross FIA avec Citroën. Jusqu'à 23 millions d'euros gagnés par mois. Ça fait vraiment beaucoup de gagnants. Betclic.fr, pariez sur le meilleur. Merci.
J'entretiendrai mes capacités physiques. Je développerai mes compétences. Je protégerai les populations. La centrale de Vigiga. Valise abandonnée, je demande l'intervention par les. Pour moi, pour les autres. L'armée de terre recrute 10 000 soldats. S'engager.fr. Michael, vous allez nous dire si vous êtes capable ou pas de faire ça. Zlatan Ibrahimovic au chômage, vous avez des nouvelles dessus? Vous avez des infos? Moi, ça me gêne toujours un petit peu quand on dit que ce sont des joueurs au chômage. Zlatan Ibrahimovic, son avenir n'est pas écrit encore de manière définitive au Paris Saint-Germain. On a du mal à comprendre ce que les dirigeants monégasques veulent faire avec ce poste de gardien. Contrat. Oui, contrat, mais selon moi, dans quelques semaines. Poème, contrat, pas contrat. Le mercato ne fait que commencer quasiment. On verra d'ici fin août, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Bwin vous présente l'équipe du Mercato. Bwin, Paris sportif poker. The San Antonio Spurs select Tony Parker of Racing Club Paris, France. Il est le plus grand basketteur français de tous les temps, sans doute l'un des meilleurs au monde. 3 titres de champion avec les San Antonio Spurs, 5 participations au All-Star Game à seulement 31 ans. Les témoignages émouvants de ses 2 frères et de son père, les interviews de monstres du sport comme Michael Jordan, Kobe Bryant, Tim Duncan ou Zinedine Zidane. En moins d'1 heure, vous allez comprendre l'ascension fulgurante d'un jeune homme qui n'a qu'une obsession dès ses débuts sur les parquets, conquérir l'Amérique. Numéro 9, demain 20h45 sur l'équipe 21. Retrouvez le meilleur de la technologie dans le championnat d'Europe de rallycross FIA avec Citroën. On est de retour à l'OEAC en compagnie de Guy Fréquelin, ancien champion de France de la discipline, avant de faire monter la mayonnaise de l'équipe Citroën et d'en faire une machine à gagner. Sur une piste, vous l'avez vu, qui mesure 1 km de long, qui est composée à moitié-moitié ou dans des proportions un petit peu différentes de terre et de goudron. Les leaders du championnat, à commencer par Andreas Backrun, sont en première loge. Il va se... il est 4e, il s'est classé 4e de cette, à l'issue des manches qualificatives. Et puis il a fait une belle opération au championnat. On a vu le public qui est venu en masse, 50 000 personnes à l'OEAC. Il faut savoir que la population habituelle est de 700 personnes. Donc on multiplie pratiquement par 70 la population des l'OEAciens et l'OEAciennes. En fait, ils pensent avoir aux alentours de 55 000 personnes. C'est pratiquement le Stade de France. Et on peut dire que c'est absolument gigantesque, mais c'est normal, on va dire, parce que en pleine campagne. Le spectacle est absolument magique. Là, on voit les meilleurs moments avec Sébastien Loeb, la manche qualificative qu'il a pu remporter quand il n'était pas gêné, quand il n'a pas eu de soucis mécaniques. Et on voit les classements. Fabien Payet qui à un moment occupait la tête avec Timmy Hansen. Donc c'était la nouvelle génération qui se battait, qui reprenait le duel engagé par leur père. C'était les 2 jeunes, voilà. Sébastien Loeb, 9e. Ah ouais, il va falloir que j'attaque demain. Parce que c'est assez piégeur dès qu'on a un souci. Là, c'est dur de s'en sortir. Hein. On n'a pas le droit à l'erreur. Bon, on va voir ce qu'on pourra faire demain. Et bien, on a vu. Il s'en est sorti. Voilà, tiens. Là, c'est avec Hansen. Voilà, il nous disait, le petit Hansen qui s'est plaint. Mais là, c'est involontaire, il l'a pas fait exprès. Là. Il est revenu, il a voulu sortir au dernier moment. Il a décidé au dernier moment de rentrer sur son tour joker. Et Seb avait décidé lui de le faire, mais ils se sont accrochés bêtement, effectivement. Et voilà. Là, c'est beaucoup moins fair play, là. C'est moins élégant. Et donc, ça lui vaut une disqualification. C'est un peu dommage pour Doran qui l'avait emporté à 2 reprises cette année. Et donc, les 12 qualifiés pour cette demi-finale, vous les avez, avec Tim Arzanov qui partira en pôle d'une des demi-finales et David Janet de la seconde. Fabien Payet également bien placé, Gaëtan Sarrazin est là également, Sébastien Loeb, Jean-Philippe Dérault. Il y a pas mal de représentants français malgré tout dans cette finale. Alors il y a 5 représentants français. Sur 12, c'est bien. Sur 12, c'est quand même pas mal. Il y a 4 Norvégiens.
un Russe, un Suédois, un Américain. C'est parfait. Voilà. C'est international et c'est exactement la volonté en fait de. Mais 5 Français quand même, c'est la majorité. Alors, on va expliquer enfin, les quand règles. je dis majorité, c'est. Oui, à la proportionnelle. Voilà, exactement, tout à fait. Complètement, Guy Fréclin. Alors, on va expliquer les règles pour cette demi-finale. On remet tout à plat. On va pas compter les points. Il y a simplement 6 voitures qui vont s'élancer sur 3 lignes. Donc 2 par ligne. Le mieux placé. Donc là, en l'occurrence, je crois que ce sera le Russe Timerzianov pour la première demi-finale. Va choisir s'il part à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est lui qui a le choix. Il a le droit. Il a le droit de choisir. Et ensuite, la course sera lancée pour 6 tours. Et là, on calcule pas un passage obligé par le tour joker. Et là, la règle est simple. Les 3 premiers sont qualifiés pour la finale. Là, il n'y a que le classement. Les temps ne comptent absolument pas. Voilà. C'est le classement sous le drapeau à damier qui fait jurisprudence. Le choix de Timur Timerzianov, il part à l'intérieur. Alors, on a entendu toutes les versions pendant ce week-end en disant que c'était pas forcément le meilleur choix de partir à l'intérieur. C'était notamment Chris Mick. Tout à fait. Ouais. Et alors que Sebastianov avait plutôt tendance à nous dire l'inverse. Mais on s'est rendu compte quand même que à l'extérieur, c'est quand même pas la meilleure solution parce que si on n'a pas une prépondérance sur le départ, on se fait obligatoirement pousser vers l'extérieur. Et ce qui s'est passé, et les 2 fois, il s'est fait tasser à l'extérieur et il n'a jamais pu revenir sur le virage à gauche. Tim Hansen qui sera sur la 2e ligne à l'extérieur. Et puis, plus loin, une 3e ligne de pilote de rallyman, Stolberg. Et puis Sebastianov. Alors, on le sent assez contracté, pourtant ça a l'air vraiment intense. C'est normal parce qu'il sait qu'il a 3 pilotes rapides dans sa manche, il est en dernière ligne et il sait qu'il faut qu'il soit absolument dans les 3 premiers pour pouvoir faire la finale. Et il est bien évident que c'est le moment de stress. Voilà, celle-là c'est le moment de stress le plus important. Allez, top, c'est parti pour 6 tours. Un bel envol de Sebastianov. Alors que devant, on se tasse un petit peu. C'est mieux parti pour Backrund. Il a pris le meilleur sur Timerzianov. Sebastianov, est-ce qu'il peut. Oui, il gagne une place, j'ai l'impression. Ah, c'est pas fini avec Henning Solberg. On gêne. Hansen reste 4e. Foust 3e. Ouais, il y a eu un contact là. Foust qui. Ouais. Oh là là, c'est pas le moment d'aller en tour joker. Il y a Timerzianov, il y a Foust, il y a Henning Solberg. Tim Hansen et Sebastianov est passé 3e, me semble-t-il. Voilà qui est fait devant Timerzianov. Voilà. Lui doit passer par le tour joker. Voilà. Par contre, Seb sera obligé de passer par le tour joker. Mais il va pouvoir. Voilà, il va avoir une piste claire. On les voit sur l'écran, mais on les voit aussi sur la piste. Mais on ne peut pas voir toute la piste. Donc. Et la belle affaire, c'est pour Backrund. C'est l'équipier de. Lian Doran qui s'est fait disqualifier. Il court sous la même structure, dirigé par Lian Doran. Ça rentre pour Tim Hansen. Alors, Sebastianov va monter encore d'un cran dans la hiérarchie de 2e. Et là, attention à Timur Timerzianov, parce que lui a déjà fait son tour. Tim Hansen qui l'a raté son tour joker. Il est derrière Henning Solberg. Et c'est la voie royale devant pour Backrund. Là, ça va se battre vraiment pour la 2e place. Il y a une place en finale à jouer pour Sebastianov. Voilà. Il peut. C'est là où Sébastien. Il y a Timur Timerzianov qui le harcèle littéralement. Et attention derrière Tanner Foust qui pour l'instant n'est pas en finale. Voilà, ça se gêne avec Timerzianov. On est à mi-course, très précisément. Alors devant, pas de souci, on le voit même plus à l'écran. Le réalisateur ne s'intéresse pas pour Backrund. Sebastianov maintient l'avantage. Derrière, ça se bat comme des chiffonniers entre Tanner Foust et Timur Timerzianov. Voilà, attention à Foust. Ah là là. Bon, ça part au large pour Timerzianov. Et Foust est passé. Il s'est vraiment fait pousser. Ouais, là, c'est. Il s'est révélé en faisant du drift. Il a un record également, je crois, en saut. Foust a été vraiment très agressif. Backrund fait son tour joker, mais ça ne devrait pas changer grand-chose. Sebastianov, alors qu'on va pas tarder à rentrer dans le. C'est lui qui fait la belle opération. Tour, ouais. Voilà, c'est fait. Là, pour sauf erreur ou problème mécanique, ça sera impossible d'aller le chercher. Et le dernier à devoir entrer, c'est Sebastianov.
Là, ça va être... C'est là où tout va se jouer pour Sébastien. Il faut voir où il va se retrouver par rapport au tour joker de... Alors, est-ce qu'il a pu profiter de l'erreur? Voilà, il fait son tour joker. Bon, ça passe bien là, hein, vraiment. On prend tous les... ça va être dur. Ça paraît un peu loin. Ça va être dur. Ouais. Là, je crois qu'il va ressortir derrière Timirzianov. Et malheureusement... Bien, va falloir, voilà, il n'y a plus qu'un tour pour Sébastien Loeb avec la vitre latérale droite qui s'en va. Il n'y a plus qu'un tour pour Sébastien Loeb pour gagner sa place pour la finale. Ouais, ça va être dur. Il n'y a pas beaucoup d'écart. On est groupé entre la troisième et la deuxième et la quatrième place. Alors que devant, la voie royale pour Backrud. L'avant-dernier virage. Allez, un bel envol. La victoire pour Backrud. Il a gagné son billet pour les demi-finales. C'est fait. Tanner Foust également. Le leader du championnat, Timirzianov également. En revanche, c'est fini pour Sébastien. Ne sera pas en finale. Et là, c'est vrai qu'il a traîné un handicap. Quand on voit l'écart, même par rapport à Tim Jensen. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que dans ces courses sprint, il faut absolument que tout se passe sans le moindre handicap, le moindre problème. Sinon, surtout quand ça se passe dans la première manche qualificative, on le traîne sur toutes les autres. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors probablement qu'il y en a d'autres. Hein. C'est un exemple qu'on a suivi. Il est bien évident qu'il n'est pas le seul à avoir eu des problèmes. Mais ça prouve que pour gagner une course de rallycross, il faut absolument mettre toutes les chances de son côté et n'avoir aucun problème mécanique, comme Payet par exemple, ou comme Grosset-Janin, ou un problème mécanique aussi pour Sébastien, mais qui lui a quand même permis de faire la manche, mais pas dans les meilleures conditions. Et puis ensuite, de se retrouver en 5e position, c'est-à-dire à l'extérieur, sur les 2 dernières manches qualificatives. C'est un très gros handicap qui est quasi insurmontable. Voilà, la voiture de Tim Jensen qui est en train de prendre feu une fois l'arrivée passée. Alors donc ça va retarder le départ de la seconde demi-finale où on retrouvera 6 voitures avec en pole position Davy Janet, le pilote français qui Fabien Payet régulier. Fabien Payet. Alors deux Français en en première ligne de cette deuxième demi-finale. Alors eux connaissent bien la piste. On a dit le championnat d'Europe n'était pas revenu depuis 12 ans ici à l'OEAC. En revanche, le championnat de France. Bon, je pense qu'on s'est. Et c'est Razin, on a 3 Français qui sont complètement, dont 2 champions de France. Peter Solberg, on va le suivre également sur la deuxième ligne. Alexander Val, un Norvégien. Alors, et encore un autre Français, Jean-Philippe Dérault, qui est venu faire une pige. Et regardez un peu ce que ça représente. C'est plus grand que l'enceinte du Stade de France. Oui. Et pourtant, ça a l'air extrêmement rempli. Une vraie fête populaire. Il est vrai que quand on voit depuis notre tour le public tout autour, et c'est vraiment une ambiance champêtre, une ambiance très sympathique. C'est bonne ambiance familiale, il y a toutes les générations. On peut approcher les pilotes tout près, c'est vraiment une discipline très conviviale. Est-ce que vous retrouvez la même ambiance dans le sport automobile? Il y a beaucoup de catégories qui se sont professionnalisées, où le public avait moins accès. Est-ce que vous retrouvez à peu près la même ambiance qui était celle que vous avez connue? Probablement qu'on avait encore beaucoup plus de contacts à notre époque, parce qu'on n'avait pas toutes les structures qu'il y a aujourd'hui qui protègent quand même encore un peu les pilotes. Mais malgré tout, les pilotes sont relativement faciles à approcher encore en rallycross aujourd'hui ou en rallye. C'est facile d'approcher les pilotes. C'est beaucoup plus compliqué en Formule 1 évidemment. Allez, on va profiter un peu de l'interruption pour reparler quand on est un directeur d'équipe et qu'on a un diamant brut tel que vous avez connu Sébastien Loeb quand il est sorti des formules de promotion, mais en même temps des responsabilités, parce qu'on est là pour représenter un constructeur de la meilleure des manières. Comment ça se gère? Parce qu'on le sent, vous avez une affection toute particulière pour Sébastien, qui s'est construite au fil des ans. Voilà, c'est au fil du temps en fait.
Et comment c'est géré? Parce qu'en fait, l'apprentissage, on s'en doute, quand on est passé par là, ça passe par des erreurs. Donc, mais bon. Ben, en fait, comme nous étions engagés d'abord en rallye tout-terrain, puis ensuite en rallye, j'avais organisé des formules de promotion en rallye. D'abord, c'était du circuit, puis on est passé au rallye parce qu'on était engagé en rallye. Et j'ai découvert Sébastien dans nos formules de promotion, en l'occurrence la Saxo Kit Car, qui était une voiture qui, à l'époque, faisait déjà 180 ou 200 chevaux. Je crois que c'était une vraie voiture de course. Et son premier rallye était chez lui, en Alsace, sous la pluie. Et je me souviens des temps, j'avais remarqué les temps qu'il faisait par rapport à un garçon qui était l'étalon de nos formules de promotion et qui était un garçon qui marchait très bien, et il était dans les temps de l'étalon de nos formules de promotion, Jean-François Béringuet pour ne pas le citer, et j'avais trouvé ça quand même assez étonnant de voir un jeune pilote comme ça qui n'avait jamais conduit une vraie voiture de course comme une Kit Car, et j'ai été très surpris de voir ces temps. Et j'ai demandé à Michel Perrin, qui était le responsable de nos formules de promotion à l'époque, de m'amener les temps de Sébastien après chaque course de ces fameuses formules de promotion. Et puis quand j'ai vu les résultats, un peu avant la fin de l'année, j'ai dit à Michel, j'aimerais bien rencontrer ce garçon. Je l'ai fait venir à Satori, et à partir de là, on a fait un bon bout de chemin ensemble, et ça s'est vraiment bien passé. Voilà, oui, voilà ce que je dis, hein. Je termine 4ème, il me fallait une 3ème place. Bon. Voilà, là c'est la... Les autres ont été plus rapides tout simplement, et ça s'est mieux passé pour eux. Vous étiez gêné un peu par... Ouais, j'arrive pas à trouver, j'ai pas réussi à trouver de moyen pour doubler, donc voilà, bon, bah, il se trouvera la finale, mais en spectateur. Et ouais, mais voilà, ce qui est justement super avec Seb, c'est qu'il est toujours fair. Il ne cherche pas d'excuses. Il a dit, bah, j'ai pas trouvé la solution pour doubler. Voilà, ça c'est une honnêteté qui lui va bien. Alors oui, pour en finir après nos formules de promotion, il est bien évident que on l'a aidé ensuite dans un championnat de France Terre, et puis ensuite je lui ai prêté une voiture pour le Rallye du Var en 2000. Notre regretté Philippe Bugalski avait gagné le championnat avant la dernière épreuve du Rallye du Var, et ça m'a permis de prêter une Kit Car, une Xara Kit Car à Sébastien pour le Rallye du Var, qu'il a gagné sous la pluie. Puis l'année d'après, je lui ai prêté une Xara WRC au Rallye San Remo. Et là, il termine deuxième à une poignée de secondes de Panizzi, qui était considéré comme le Tarmac Master. Et là, on va aller en finale. On va aller en finale. On continuera tout à l'heure. Nos deux Français, David Janet, le poleman, qui a choisi lui également de partir à l'intérieur. À ses côtés, on retrouve Fabien Paillet. Alors, et Peter Solberg à l'extérieur de la deuxième ligne. On va surveiller l'envol de ces voitures. Jean-Philippe Dérault complètement à l'extérieur avec la 208-80. Elle est un bon envol, me semble-t-il, de David Janet. Très bien parti, Janet. Solberg qui tente l'extérieur. Oh, il se rate. Aïe. Pour Fabien Paillet. Il s'est fait pousser quand on a mis marche derrière. Alors, il s'est fait pousser par Sarrazin. Dommage pour Fabien. Du coup, Peter Solberg se retrouve deuxième. David Janet, alors que bien derrière, on est deux à rentrer dans la voie. Et Jean-Philippe Dérault, pour l'instant, troisième. Il peut peut-être gagner son billet. Il faudra voir, hein. À l'issue des tours Joker, ça dure 6 tours. C'est beaucoup plus long que les manches qualificatives de tout à l'heure. Oui, Dérault est troisième, effectivement. Et il est, il est au contact avec Peter Solberg. Et attention, hein, parce que derrière, toutes les voitures, je crois, ont effectué leur tour Joker. Donc, il va pas falloir perdre de temps. On regarde les écarts. Et le pauvre Fabien, qui malheureusement s'est fait accrocher. Il a tout d'intérêt à continuer pour essayer, pourquoi pas. Oui, bien sûr. On ne sait jamais s'il peut se produire. Tout à fait, bien sûr. Ah ben évidemment, il faut qu'il finisse sa manche. Alors Jean-Philippe Dérault a fait son tour Joker et j'ai l'impression qu'il est ressorti en 4e position. On va vérifier. C'est toujours
Jeunesse, Solberg, Sarrazin et effectivement Jean-Philippe Desraux à 4e. Et il est harcelé hein, par le 5e. Ouais, aïe. Et on est en première embarquée avec Peter Solberg. Le leader, David Jeannet, est passé par son tour joker. Peter Solberg est passé. Que va-t-il en être face à Gaëtan Sarrazin? Ça reste derrière pour Sarrazin. Hein. C'est ça, Sarrazin, oui, 71. Le champion en titre dans la première course cette année. Et il y a eu un accrochage avec Fabien Paillet. On verra, on va voir si la voiture va pouvoir tenir et également la distance. Pour l'instant, c'est Peter qui mène la danse. Et il va bien falloir... Dans la seconde montée de course, ouais, il va bien falloir repasser par la voie des stands. Et c'est pas fini hein, pour la 3e place. Non. Pourtant, c'est... Voilà, on pourrait se dire, bah, c'est pas très grand chose. C'est une place en finale. Oui, mais il faut être bien placé sur les voilà. départs en finale. Et Peter Solberg, moi j'ai l'impression qu'il se fait un peu remonter hein, par David Jeannet et Gaëtan Sarrazin. Peter Solberg. Et ça remonte également, c'est difficile me semble-t-il pour Jean-Philippe Desraux également. Oui, ça a l'air d'être compliqué. Il s'est fait pousser tout à l'heure. Alors qu'on est... Il y a eu un gros contact aussi dans le gauche au fond. Et rappelons-le, Peter Solberg qui court toujours après sa première victoire. Il est toujours en tête. Plus qu'un tour, on rentre dans le dernier tour. Pour Peter Solberg, il est toujours assez calme, toujours un peu moins la bouche ouverte qu'à ses débuts en caméra embarquée. C'est vrai qu'il avait cette particularité, les yeux hagards et la bouche ouverte. Et on a vraiment l'impression que c'est une discipline qui lui convient bien parce qu'il a un côté showman, on le voit sur tous les réseaux sociaux, il se prend en photo avec dans il est très musée, il est très accessible. Alors, et il adore ça même. Et il va l'emporter. Et il ressort devant. Il ressort devant. Là, c'est une très belle stratégie pour Peter Solberg. Tout à fait. Belle stratégie pour le. Il a pris de l'avance. Il a pris son dernier tour joker. Allez, est-ce qu'il va monter sur le toit là? Ouais, probablement. Voilà. Ouais, là, il est venu chercher ça. Il est content. C'est son côté showman, voilà. Très expressif. Ouais. Et on le sent toujours également, il est très joueur. Il a même montré, alors sur les réseaux sociaux, il a même montré qu'il a reçu enfin le vin, la cuvée Solberg du dernier rallye d'Alsace. Il y a le producteur qui l'a, ça y est, elle est sortie. Elle est pas mal celle-là. Pour ce mec, il avait fait une énorme sortie. Il offre même. Moi je l'ai vu trop tard, hein. Je sais pas vous Guy, il offre une bouteille, la première bouteille à celui qui montrait tout de suite la photo. Je suis arrivé trop. D'accord. Moi je l'ai vu en direct dans les commentaires. Et c'est vrai qu'on sent vite pris au jeu. Il a alors la particularité de cette manche pour Peter, c'est qu'il a conduit de façon beaucoup plus propre que dans les manches qualificatives. Il a été peut-être qu'il a besoin de préserver ses pneus. Il a été beaucoup plus doux dans son pilotage. Il était malin, hein, il partait 4e. Ouais. Et avec des concurrents qui avaient été très rapides. Alors est-ce qu'il y a un souci? Non, il a calé. Ouais, je pense pas qu'il y ait de gros soucis sur sa voiture et on n'a pas vu de. Il faut espérer que non. Ouais, non, ça serait. La victoire, elle lui a déjà échappé à plusieurs reprises alors qu'il était en tête, donc là, il ne peut pas jouer le championnat cette saison. Mais gagner à l'OEA, qui est considéré comme le temple du rallycross, en compagnie de Chris Mick, de son frère, de Sébastien Loeb, parce qu'on sentait que c'est quand même 10 titres de champion du monde réunis. Il est 9 derniers pour Seb, et celui d'avant, c'était Peter. Exactement. Et qui s'est joué de très peu entre les deux, puisqu'il y avait un point. Ouais. Pour le rappeler, pour la petite histoire. Alors on va passer à une autre catégorie, c'est la catégorie Touring Car. Alors ce sont des voitures qui sont des voitures qui ressemblent à des voitures de tous les jours, mais qui ont été considérablement modifiées.
c'est une discipline vraiment typique d'Europe du Nord. Avec c'est les roues arrière qui sont motrices, le mouvement du moteur qui est transmis aux roues arrière. Alors en général, ça fait des très belles glisses, mais c'est également la catégorie la moins représentée. Il y avait seulement 8 voitures au départ. C'était un peu moins dur qu'en Super 1600 ou en Supercar de se faire un chemin jusqu'à la finale. Mais c'est bien. Mais on va vous laisser apprécier le spectacle. Voilà, c'est bien une envie nordique de faire du spectacle avec des propulsions. Alors on entend un souci là. Il y a un pilote qui peut-être à quel on voit une portière ouverte là sur la dernière ligne. Non, il y a encore Solberg qui est sur la piste. Ah voilà le problème. Voilà, ça y est. C'est que la voiture de Solberg n'avait pas encore redémarré. Et on peut dire qu'il est applaudi en ayant fait son... Par la foule, par rapport à son show. En ayant fait son show, peut-être qu'il a calé. Voilà. Il n'est pas fini le show. Ça se poursuit pour rentrer dans les paddocks. Et oui, en plus, il va se retrouver en bonne position sur la finale. Complètement, ils se retrouvent sur la première ligne. Donc là, maintenant, tout est possible. Oui, c'est pour ça qu'il est euphorique. Et on peut le comprendre. Il a eu un petit déboire hier après-midi. Et par contre, il a pu mieux tirer son épingle du jeu sur les dernières séances qualificatives. Et surtout dans cette finale où il a été... Il a calé sur la ligne de départ, où on s'est lancé. Tout à fait. Et malgré son handicap, il a réussi à remonter petit à petit sans se désunir. Et alors c'est vrai, depuis le début du week-end, on le voit rouler, mais ça a commencé dès les essais libres. On s'est dit, 8 pneus, ça risque de faire un peu juste. On va voir maintenant. Il n'y a plus que 6 tours à tenir. On a vu qu'il les préservait beaucoup plus que dans les manches qualificatives. Il a adopté une conduite beaucoup plus coulée. Alors quand on vous dit qu'il y a du monde à l'OEAC, on vous ment pas. Et en revanche, quand on dit qu'il pleut toujours en Bretagne, là, en revanche, ça n'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est un soleil radio magnifique. C'est vraiment une grande. Pas un nuage, quelques cirrus. Oui, mais de chaleur, des nuages de chaleur. De chaleur, exactement. C'est le régime anticyclonique parfait. Alors voilà, on finit de bien dégager la piste, de la préparer. Je vais en profiter pour rappeler un petit peu ce qu'est une voiture de rallycross. En fait, ça peut être une voiture WRC qui passe bien sûr. Alors les voitures WRC actuelles sont des 1600 cm3 avec une bride au turbo qui est de 36 mm de diamètre avec une puissance aux alentours de 340 chevaux, alors qu'une voiture de rallycross, c'est un 2 litres. Et qui peut faire 550 chevaux parce que bride de 45 mm, ce qui fait une différence énorme, et 82 mètres kilos. Alors justement, c'est vrai que quand on est novice, en fait, la cylindrée est plus importante, on se dit, oui d'accord, c'est un moteur plus puissant. C'est des moteurs suralimentés. Quel est l'incident? C'est-à-dire que le moteur est mieux alimenté en air et donc... Comment par ce biais ça peut augmenter la puissance? La suralimentation permet d'avoir des puissances avec des petits moteurs, des puissances équivalentes à des gros moteurs atmosphériques, de par justement l'apport d'alimentation par le turbo, par la pression d'air amenée par le turbo dans le moteur. Et il est bien évident qu'on arrive à des... voilà. Alors là, pas question de turbo pour nos touring cars. Alors que derrière, vous voyez, on est prêt également pour la finale Super 1600. C'est parti, c'est bien parti pour là. Alors ça ressemble à une Ford Fiesta. Et regardez, là, ça va glisser beaucoup plus. Une Volvo. Alors il y a eu contact, on voit les stigmates. Un Boudel qui s'en va pour la Volvo C30 de Daniel Lund, qui est deuxième. Le leader, c'est Derek Toil et sa Ford Fiesta. Il y a un souci mécanique pour une voiture qui fume énormément. Alors il n'y a pas forcément, on s'était dit oui, il n'y a que 8 engagés, c'est une philosophie différente. Là, il y a une crevaison, non, quelque chose comme ça. La voiture qui fume, c'est, je pense, plutôt une aile qui frotte contre le pneu. Parce que si c'est une crevaison,
il n'aurait pas pris un tel appui dans le virage à droite après la ligne de départ. Surtout Con Powell. Alors justement, vous, Guy, vous avez connu en fait dans l'évolution de votre carrière, eh bien, le passage des propulsions, les voitures de rallye jusqu'à récemment étaient des propulsions. On pensait que c'était le meilleur moyen pour passer la puissance au sol. Et il est arrivé, Audi a débarqué avec son Audi Quattro et a remis beaucoup de choses en place, beaucoup d'idées reçues en place. Est-ce que ça a été une évolution majeure en termes de pilotage par rapport? Ça a été une révolution, effectivement, parce que ça n'a pas été une évolution, mais une révolution, parce que les 4 roues motrices, surtout que le championnat du monde des rallyes a toujours été, encore aujourd'hui, à prépondérance terre et neige pour la Suède. Il y avait peu de rallye asphalte à l'époque, peut-être encore moins qu'aujourd'hui d'ailleurs. Et le fait d'avoir une 4 roues motrices sur la terre est un avantage considérable. Et il est bien évident que les 2 roues motrices sont devenues obsolètes d'un seul coup avec l'arrivée des Audi. Ça a été évident. Et là, tout le monde est passé aux 4 roues motrices. Et c'est là où Jean Todt, qui a repris la direction de Peugeot, a créé la 205 Turbo 16 pour rivaliser avec les Audi, puis les Lancia qui sont arrivés aussi. Et là, ça fait vraiment des championnats qui ont été superbes avec des voitures qui sont devenues probablement un peu trop dangereuses pour du rallye. Et les groupes B ont été arrêtés à l'époque par Jean-Marie Balestre, je crois en 86. Suite à un accident fatal. Suite à un accident fatal de Toivonen, qui avait été mon coéquipier chez Talbot quand je courais avec Jean en championnat du monde, avec Jean Todt, en championnat du monde des rallyes. Oui, et vous avez terminé, alors on va le rappeler parce que vous ne le dites pas, parce qu'on a parlé de votre titre de champion de France. Il y en a eu beaucoup des titres de champion de France, que ce soit en montagne, en rallye. Alors des titres de champion de France, il y en a eu 10 en circuit, montagne et rallycross, pardon, puisque j'ai eu cette particularité de toucher à toutes les disciplines. Et puis avec Jean Todt, on a été champion du monde des rallyes en 81 et la marque Talbot a été championne du monde. Et vous vice-champion juste derrière et nous vice-champion, c'est Harry qui a gagné le championnat cette année-là sur une Ford Escort. Et là on a, alors je sais pas, bon ça va, c'est bien sûr moins efficace, hein, la révolution qui a entraîné l'arrivée des 4 roues motrices a changé tout, mais on a l'impression que les pilotes se font extrêmement plaisir. On peut revoir des images d'archives, on voit des grandes dérives. Est-ce que c'était agréable en pilotage, ou est-ce que quand on est pilote on veut juste être le plus rapide pour gagner, avoir la voiture la plus rapide, peu importe si ce soit beau, si on se fait vraiment plaisir ou non? C'est-à-dire que les propulsions ou traction, puisque c'était propulsion ou traction à l'époque, il est bien évident que sur un plan performance, une 2 roues motrices est obligatoirement moins performante qu'une... Et là voilà la victoire de Derek Tohill avec sa propulsion. Lui il se fait plaisir, c'est l'illustration exacte. Bon, on peut faire la même chose avec une 4 roues aussi. Avec une 4 roues. Ce que je veux dire, c'est qu'on avait tous les mêmes voitures, donc c'était à celui qui allait le plus vite. On avait des propulsions qui étaient très spectaculaires et qui avaient la particularité d'avoir un petit souci d'usure de pneumatique sur les pneus arrière pour les propulsions et sur les pneus avant pour les tractions. Mais par contre, quand les 4 roues motrices sont arrivées, les performances des 4 roues motrices étaient très proches l'une de l'autre aussi, et le pilotage des 4 roues est devenu très rapidement un pilotage qui a plu aussi à tous les pilotes, parce que les voitures étaient encore plus performantes, plus de vitesse de passage en virage, plus d'équilibre que les propulsions. Alors voilà, Peter Solberg. J'ai pris un bon départ, j'étais très rapide. Alors maintenant il va falloir rester concentré parce que vous êtes sur la première ligne. Je suis en finale. Bonne chance. Et ça fait plaisir de le revoir sourire, parce que la fin de saison dernière on l'a senti c'était un peu plus douloureux pour Peter. Il était un peu frustré, Peter, la saison dernière. Alors on voit le point, c'est donc Derek Tohill et Daniel Lund, Romain Castoral.
Et voilà, on fait la fête, hein, quels que soient les échelons. Et on voyait des figures. Alors c'est vrai qu'en cas de tour motrice, quand il y a des grosses dérives, on a l'impression que c'est possible de les ramener, alors qu'une propulsion, au-delà d'un certain angle, ça va se terminer en général en tête à queue, non? Pas forcément, mais effectivement, quand on a 4 roues motrices et qu'on part dans une grosse dérive, si on garde le pied au plancher pour ramener la voiture par le train avant, c'est plus facile de la ramener effectivement. Sur une propulsion, la solution c'est pas d'accélérer justement parce qu'on est déjà trop en dérive. Allez, on va passer à la finale, la Super 1600. Alors là, c'est la catégorie d'avenir. On est avec en pole position, il y a Steven Bossard qui est un espoir français qui est déjà venu en Europe et qui a déjà gagné. Et à ses côtés, il y a un petit prodige, c'est Rénis Nitis. C'est un pilote letton qui est âgé de 17 ans. Et il a, alors là au championnat Super 1600, il n'y a pas divers vainqueurs en championnat d'Europe cette saison. C'est lui du haut de ses 17 ans qui est en train de régler un petit peu tout le monde. On va voir s'il a l'avenir solide avec Steven Bossard. Mais il faut croire que oui, parce que c'est pas sa première course. Hein. Non, il en a gagné. Alors, on va repréciser, mais je crois qu'au moins 4 cette saison. Juste derrière, eh bien, on trouve. Ça fait plaisir de voir les jeunes pilotes à 17 ans. Oui, c'est un exercice particulier qui demande une concentration énorme, ça, non? Parce que... Bien sûr. Allez, c'est parti, ça patine un petit peu plus, c'est moins rapide la mise en action, démarrage, même par rapport aux propulsions qu'on a vues, et c'est bien parti pour Rénis Nitis. Il devance Steven Bossard, on s'est pas gêné du côté des deux Clio. Départ propre, les 6 voitures sont l'une derrière l'autre. Derrière, on retrouve. Il n'y a pas eu d'accrochage, alors il y en aura peut-être, mais en tout cas pour l'instant, il y en a pas. Regardez, là, c'est l'avant-dernier qui est rentré. Premier tour joker. Et le dernier voulait rentrer. On l'a senti au dernier moment. Et il a changé d'avis. Mais c'est normal parce que sinon, il allait rester derrière le 5e. Donc, une stratégie. Voilà, on est un peu dépendant de ce que fait la personne qui est devant nous. Allez, on poursuit avec Steven Bossard qui tente de pousser. Dans ses derniers retranchements, le jeune Rénis Nitis. Oui, il n'est pas vieux non plus, Bossard. Steven Bossard qui a fait quelques apparitions en Europe. Oh là, ça se bat derrière. Et ça passe également pour Eric Farren sur sa Citroën C2 sur le Tour Joker. La 75, qui décide pour faire le Tour Joker. C'est Maximilien Evenot, également sur Citroën C2. Et il reprend la course en 6e et dernière position. Alors ça chauffe toujours là on est sur un même niveau. Ouais. Et là ça va être très stratégique, ça va être le Tour Joker. Oui, ça va, exactement, parce que toutes les voitures sont à peu près à la même distance. Il n'y a pas vraiment de bagarre au contact. Ce qui est étonnant d'ailleurs dans cette catégorie. Ça peut être très souvent il y a des pilotes qui sont au contact dans cette catégorie-là. Là, c'est assez étonnant de les voir. Voilà, les voitures sont. Il n'y a aucun souci sur la carrosserie. Ça dure depuis tout le week-end. Mais bon, c'est maintenant que ça va se décider. On va voir les stratégies. Il y a 7 dixièmes d'écart entre Nitis. Ouais, ça commence à chauffer un petit peu. Il est sorti avec. Voilà, là, il s'en sort. Il va s'en sortir sans rien taper, mais il a perdu beaucoup de temps. C'est Laurent Chartrain. À noter que s'il y a 8 pneus pour les supercars, donc les voitures de la catégorie Rennes, il n'y en a que 6 disponibles, aussi bien pour les touring cars que pour les Super 1600. Alors on n'use pas beaucoup les roues arrière, on voit les roues sur les freinages. C'est la particularité des tractions avant, effectivement, quand on est en appui sur le goudron, les roues arrière ne touchent pas le sol. Alors c'est un magnifique duel entre Nitis et Bossard, un duel à distance. Alors il rentre maintenant Bossard, on va voir si c'était la bonne. On est dans l'avant-dernier tour, alors que Chartrain s'est arrêté mais il ne va pas gêner. Et là, on tente le tout pour le tout. On serre les trajectoires. On a vu Sébastien Loeb, on passe au fera des bottes de paille. Alors, est-ce qu'il ne va pas être gêné en revenant sur un retardataire là sur la ligne d'arrêt? Non, il n'est pas gêné, pas du tout. Non.
une illusion d'optique entre la télévision et la piste qui est en face de nous. Oui. Mais en tout cas, c'est lui qui va repasser par son tour joker. Et il n'a plus le choix. Il faut qu'il s'arrête, Nettis. On a quelques spectateurs qui nous gênent et on ne voit pas toute la piste. Voilà, on ne voit pas le tour joker. Mais en tout cas, il l'emprunte. Ça y est, c'est rentré pour Nettis. Il y avait 1 seconde 7. Et ça va peut-être passer pour Steven Bossard qui va être mieux placé pour le... Ouais, non, ça va être serré. Mais normalement, non, c'est trop tard. Attendez. Eh bien, quand on dit à 17 ans, avoir les nerfs solides comme ça, parce que ça fait 2 ans que ça dure, eh bien, bravo. Bravo. Et ça sera intéressant de le voir dans la catégorie supérieure, parce que je pense qu'il le mérite. Ils le méritent tous les deux d'ailleurs, hein, Steven Bossard et Reinis Nettis. Une course très propre en plus, sans aucun déchet, très belle, juste, très juste un petit accrochage pour Chartrain. Oui, pour Chartrain, bon, un petit... Mais globalement, ça a été très propre. Mais j'ai pas eu l'impression que c'était suite à une mésentente ou un contact, c'est peut-être une... Voilà, les pneus qui commencent à être durs qui commencent à avoir du mal à résister à... surtout quand il y a surtout avec 6. Une belle course avec... on fera des totaux, c'est vrai qu'on s'est pas intéressé... On a tellement profité de l'affiche exceptionnelle de ce niveau de talent qu'on n'a pas regretté, parce que c'est la grande fête du rallycross. On accueille les meilleurs Européens, mais il y a les meilleurs Français qui ont voulu se mêler à la fête. On a vu des valeurs établies comme Sébastien Loeb, comme Jean-Philippe Desraux. On a vu des espoirs français également comme Fabien Paillet ou Jérôme Grosset-Janin qui brillent également dans leur championnat, dans le championnat français, et bien se mêler à la lutte et prouver qu'ils étaient au niveau. Et c'est exactement la même chose à tous les niveaux. Allez, sauf peut-être en touring car, qui est, il faut reconnaître, une catégorie qui n'existe pas en France. Donc ça manquait un peu de belligérant, on va dire. Ça, c'est sûr. Et là, ça va être le grand moment que tout le monde attend, la super finale. Avec, on va avoir le choix entre... Donc deux Norvégiens en tête de la finale. Voilà, Andreas Backrud et Peter Solberg. Sur la deuxième ligne, Davy Janet et Tanner Foust. On va voir ce que va choisir en fait Andreas Backrud. Et puis sur la troisième et dernière ligne, Tibor Timerzianov et Gaëtan Sarrazin. Donc 2 Norvégiens, 2 Français, un Américain et un Russe. C'est mondial comme plateau finalement. On est sur. Il y a le projet de créer un championnat du monde de rallycross dès il est quand même 2014. sur les 5, il y a quand même 3 Français qui se sont fait éliminer pour la finale. Ouais, ils étaient en nombre. Ouais, ils étaient en nombre. Et bien alors, c'est peut-être. C'est Peter Solberg qui a choisi le premier sa position. Non, c'est pas Krud qui a choisi sa position de départ. Il a pris logiquement l'intérieur. Bon, là, il n'y a pas de choix. Maintenant, pour Peter Solberg, il faut aller se placer à ses côtés. Voilà. Oui, parce que c'est lui qui avait fait la pole. Oui, c'est celui qui a la pole qui choisit. Ce qui est tout à fait logique. Davy Janet, Tanner Foust partageront la 3e place. Et le leader du championnat, Timur Timerzianov. Alors là, c'est encore... On est sur le même principe. On part pour 6 tours avec un passage dans le tour joker. Et là, il est impossible de prédire quoi que ce soit parce que, honnêtement, tout peut arriver. C'est déjà arrivé. Le dernier peut se retrouver premier dès le départ. Sauf éventuellement un jump start, ou un départ volé avec le 2e tour joker. Voilà. Tant que le départ n'est pas donné, on a éventuellement ce doute très concentré, Janet. Ouais. Là, Est-ce qu'il y a des systèmes pour aider les pilotes à démarrer? On va regarder, on verra après. Allez, tout le monde a pris un bon envol. Tanner Foust a peut-être un petit peu, vous voyez, commence à tasser. Et c'est Peter Solberg qui vire en tête. Juste devant Backrud. Oula, Foust a eu contact avec Timerzianov, qui est 3e. Oui, Timerzianov qui partait depuis la 3e ligne. Il y a contact avec Davy Janet également. Alors il y a un autre contact. Là, il y a du contact. Voilà, là, c'est dans tous les sens. Là. Et ça rentre pour Davy Janet qui est rentré faire son tour joker. Devant, le Norvégien était très correct. Peter Solberg devant Andreas Backrud. Foust qui a la portière qui s'ouvre, 3e. Timerzianov 4e. 5e, c'est Sarrazin. Là,
On savait que les finales étaient très, très disputées, mais là, il y a eu du contact. Et là, c'est pas fini. Backrod, voilà, il harcèle Peter Solberg. Il a tenté quelque chose ici au bout, en force. Et il croise Peter Solberg. Voilà. Ah, c'est magnifique, une magnifique passe d'armes. Belle passe d'armes, ouais. Très belle passe d'armes. Ça, c'est... Et là, Peter Solberg, il la veut, sa victoire. Il lui a échappé à plusieurs reprises déjà cette saison. Mais on sent qu'il est très motivé, qu'il est très agressif. Il faudra l'arracher. Il était malin dans cette... On a dit un pistard, mais plein d'expérience, un vieux renard. Il a bien joué dans la première demi-finale et pour se retrouver en finale. Attention au tour joker, hein, ça va jouer là. Ah ben c'est sûr que c'est le tour joker qui va tout décider là. Et là il est rapide, un Backrod, on le voit, il se décale, il freine plus tard. Bon, il bloque un petit peu les roues. Oh, il va passer ici à l'intérieur. Oh, c'est propre. Il pousse un peu Peter Solberg dans la terre. Très légèrement. Mais sans contact. Ouais, c'est un petit peu. Très léger, honnêtement. Et là on est pour une avec finale. Voilà. Avec Peter Solberg. Il a repris son style en grosse dérive. Il a pris son... Voilà. Peut-être un peu trop. Alors mais il est... chez Backrod, on bloque les roues à l'avant, à l'arrière, un partout. Hein. On donne le tout pour le tout. Backrod a l'air d'être un peu plus rapide. Est-ce que ce ne serait pas le moment pour Peter Solberg de tenter le tour joker? Ouais, peut-être. L'écart, c'était 6e. Voilà, c'est ce qu'il fait d'ailleurs. C'est ce qu'il fait. Oh, le saut énorme, on n'a pas vu beaucoup des comme ça. C'est rentré juste derrière également pour Gaëtan Sarrazin. Alors, est-ce qu'il va pouvoir ressortir devant Tanner Foss? Oui, c'est fait pour Peter Solberg devant l'Américain, dont la portière s'est refermée. Ouais. Non. Ça dépend du son. Pas pour longtemps, voilà, exactement. Allez, on est sur la fin là avec Solberg qui résiste à Tanner Foss. Backrod va probablement prendre son tour joker. Voilà, c'est fait. Là, bah oui, c'est normal. Il avait pris suffisamment d'avance. Et normalement, il doit ressortir devant. Ouais, il a de l'avance. Il va ressortir devant, ouais. Et Backrod, non, ce serait Backrod. Voilà, qui fait l'opération. Il a gagné la dernière manche, c'était en Suède au mois de juillet dernier. Très belle course. Il est en train de faire une très belle course. Alors qu'on arrive dans le dernier tour. Là encore un tour à tenir pour Backrod, mais voilà, on l'a senti vraiment plein. Mais il est plus rapide, hein, incontestablement. Il y a une logique. Et vous savez quel âge il a? Ah là, il y a quand même eu un gros contact. Ouais, pourtant, c'est Tanner Foss qui a... Il y en a eu, à mon avis, il y en a un qu'on n'a pas dû voir parce qu'il n'y avait pas ça. Ah, là, il a cassé quelque chose. Il a dû casser une biellette de direction ou une biellette arrière. Il ne contrôlait plus sa voiture. Et c'est fait pour Andreas Backrod, 21 ans, qui était champion d'Europe en 2011 et en 2012 de Super 1600, sa première année. Voilà, il a le sens du spectacle aussi. Peter qui fait... Non, c'est Peter qui fait le 360. Mais il avait encore des pneus, Peter. Ouais. Voilà, la preuve, il faut les finir. En tout cas, vraiment, c'était une belle... Très belle course. Très belle course. Oui, il a failli tomber aussi, hein, attention. Andreas, c'est pas le moment d'aller se faire mal pour le show. Malgré l'euphorie. Et l'ovation des 60 000 spectateurs. Là, franchement, il n'y a rien à dire parce qu'il a été plus rapide que Peter. Et il a dépassé à la régulière. Peter a opposé une résistance énorme. Et correct, il y a eu un premier croisement, un premier des tentatives. Mais il était plus rapide et il l'a montré après. Ah oui, là on revoit les contacts. Effectivement, ça. Ah ouais, d'accord. On comprend qu'il est... Voilà, on voit, vu de l'intérieur, c'est vrai que ça surprend. Hein, on a une voiture qui... Backrod a été, je trouve, impressionnant sur cette finale. Voilà, la résistance de Peter Solberg, il ressort... Ça, c'est superbe. Voilà, c'est là, c'est le moment où il passe. Tout à fait. Il y a eu une tentative précédente où ça, Peter Solberg... tour joker. Voilà, il a sauté haut. On a vu un élément sur la carrosserie se détacher. Tanner Foss... Voilà, la voiture n'a pas tenu. Hein. Là, lui, c'est pas les pneus, c'est la voiture. Il y a eu des contacts un petit peu partout.
et ça finit par lâcher ici. Il est parti à la faute tout Bah seul. là, d'accord, bah, là on comprend. On comprend pourquoi elle n'était plus. Oui, enfin, il est pas, pas tout seul. Non. Je n'avais pas vu quand il avait tapé. Je regardais les voitures là-bas, mais en fait c'est comme ça qu'il. Ah, la 300. Et c'est Backroad qui fait les 360. Ah ouais. Ouais. Ah non, mais il en fait plus. Lui. Mais il en fait aussi. Ouais. Je l'avais pas vu faire. J'ai cru que c'était Peter, mais Peter, il les a peut-être fait après. Ouais, vous en avez peut-être fait ensemble en fait. Ouais, hein. peut-être. Ah, voilà. il a l'air heureux. Ouais. Il a l'air heureux. Mais c'est vrai que ça doit être comme une Mais dérive. il peut parce qu'il a vraiment dominé son sujet, dominé la course. Il a fait une très belle course, très propre, pleine d'agressivité et en même temps pleine d'intelligence. Et il a été incontestablement le plus rapide. Et alors il pilote une voiture qui est préparée par l'équipe de Liam Doran et en fait il le doit sa participation au soutien d'une bande de copains qui vraiment l'aide depuis ses débuts. Et donc c'est une belle histoire. Il a remporté les titres européens à 2 reprises. Hein. Déjà une fois c'est beau, une seconde fois et puis il a pu passer à l'échelon supérieur. Et là il vient d'enchaîner une deuxième victoire d'affilée après la manche précédente qui s'était disputée en Suède. Et devant l'idole de son pays, parce que je pense que la famille Solberg en Norvège, c'est quelque chose, ça représente. Bien sûr. Et regardez l'ovation. Et Peter Solberg, beau joueur, hein, deuxième. Ouais, mais il fait une belle opération. Ouais. Fini deuxième. D'où il partait en demi-finale, il peut s'estimer heureux. Hein. Donc pour lui, c'est que du bonheur. Et vraiment, ce qui était beau à voir, c'est le fair play entre les deux. C'était magnifique. En tout cas, plein d'agressivité, mais plein de respect en même temps. Ouais. Ça, c'est agressivité. Quand on voit ça, c'est vraiment superbe. C'est pas facile, hein, ça. Non, mais c'est superbe. C'est superbe parce que ils se sont respectés, ils ont respecté les voitures et avec plein d'agressivité, des légers contacts. C'était très beau à voir, très beau spectacle. Alors on voit le classement final. Alors bien sûr pour le championnat il y a tout un système de calcul, on marque des points de système intermédiaire, mais de toute façon il y a un pilote qui a amplement mérité sa victoire, c'est Andreas Backroad. Ça on peut pas lui enlever. Et il est conscient, ça fait plaisir à voir. On sent qu'il a tout donné. Il est très heureux ce garçon aujourd'hui. Et alors du coup on n'a même pas vu j'ai même pas fait attention au troisième. Ouais, j'adore mon équipe, on forme une bonne combinaison. On sent qu'il s'est fait plaisir, le plaisir de la victoire, mais la manière dont il l'a acquise a beaucoup compté. Et contre qui il l'a emporté. On dit que les Nordiques sont quelquefois un peu froids, mais entre Peter et lui, franchement, les Norvégiens nous amènent beaucoup de spectacles, de show et de bonne humeur. Hein. Ah oui, c'est vrai, là c'est... Il y a un gros contraste avec Iceman. Ah oui, là c'est beaucoup plus expressif. À 21 ans, hein, vous le rappelez, parce que ce qu'on prend aussi quand on a l'euphorie de la victoire. Et surtout que c'est pas la première, donc. En même temps pour Peter Solberg, je crois qu'il a 38 ans et il est toujours aussi joyeux. Ah, oui, mais puis... Allez, on voit le public, on attend le podium en fait pour voir. Je pense que voilà, ça va être un grand moment sur le podium entre deux Norvégiens sur le podium. On va voir sur la troisième marche, ça va être. Merci beaucoup, c'était une super course pour moi. Alors David Janet, merci beaucoup, c'était une super course pour moi. Les spectateurs sont fans de ce rallycross, on le savait, et le championnat d'Europe a réuni vraiment tout le monde. Et le championnat, on a eu un peu de réussite parce qu'on a eu des petits soucis mécaniques. On a tellement l'habitude. Ça a tenu jusqu'au bout, donc ça, je suis super satisfait. Les gars ont fait un super boulot. Là, l'équipe David Janet qui est actuellement 3e du championnat. Même ma famille, mes sponsors étaient là, ils nous ont tous soutenus. C'est comme si c'était une victoire pour moi, je suis super content. Janet, can you very
Allez, on lui demande de parler en anglais, mais nous on a tout compris. C'est à ce que vous vrai voulez que je dire. parle pas très bien anglais, donc... En anglais! I'm very happy. Il n'y arrive pas. Mais ça va venir, il va falloir qu'il prenne l'habitude. I'm very happy. Vu ses résultats, il va falloir qu'il apprenne. Et donc c'était le 3e David Janet. Oui. Un podium, il était eh bien 3e du championnat en arrivant ici. Donc c'est encore une belle opération. C'est une Alors, belle peut-être, opération pour lui aussi. Hein. Il était précédé par eh bien, Tim Merzianov qui a toujours pas gagné, mais qui a eu sa place en finale, qui a gagné des points, qui a repris un petit avantage sur son équipier Tim Jensen. Mais bon, voilà, ça c'est pour le championnat. Donc, ce qu'on va voir, c'est la victoire. La passation de pouvoir, non, peut-être pas encore. On va attendre. La passation de pouvoir entre. Non, on va attendre un peu quand même. Quand on voit l'enthousiasme que peut mettre Peter à chaque moment, c'est voilà, c'est on sent. Il a réellement... toujours été très expressif. Je me souviens de sa première victoire, enfin sa première victoire, le premier championnat qu'il a gagné. Ah, c'était vraiment très serré. Ah, j'ai usé mes pneus en demi-finale. Donc, là, je pouvais plus rien faire, je pouvais pas lutter. Et j'étais complètement slick à la fin. J'ai tout tenté, mais je suis quand même très content. On a changé le moteur. Donc on a fait une belle course. C'était un week-end difficile, les week-ends d'avant. Ouais. Alors là, c'est une délivrance en fait. Mais voilà, j'essaierai de l'emporter le prochain coup. C'est un pilote plein d'enthousiasme qui a peut-être un peu trop d'enthousiasme dans son pilotage dans les séances qualificatives, comme on a pu le voir. Quand il dit que ses pneus étaient à l'agonie, probablement que s'il avait préservé un peu plus ses pneumatiques, puisqu'ils ont que 8 pneus pour les 4 séances qualificatives et les demi-finales et la finale, probablement qu'il aurait eu des pneus un peu plus frais, ça aurait été mieux. Ah oui, mais moi je me souviens pendant la demi-finale, on a dit il roule extrêmement propre, il a préservé ses pneus, voilà. Et c'est là où il s'est montré le plus efficace. Oui, mais il a repris son style d'attaquant, voilà. Et là c'était fini. Alors, mais illustre les pneus quand il est. Je crois. Alors Andreas Backrud. Bravo. Merci beaucoup, quelle course, c'était fantastique. On a fait un show pas possible. J'ai tenté une première tentative, je suis parti au large, il m'a croisé. Et puis en plus c'était très correct. Donc j'ai vraiment roulé à mes limites. Mon équipe me disait vas-y tente-le. Et on l'a fait. Là vous étiez vraiment, vous avez raté votre départ et pourtant vous avez réussi à refaire surface. Ouais, je me suis pas découragé. Je me suis dit il y a 6 tours, je peux peut-être essayer de le reprendre. Et maintenant ça fait une victoire, on vient, on se replace, donc je suis dans une super équipe et je suis très content. Eh bien nous aussi on était extrêmement contents de passer ce moment avec vous, peut-être de vous permettre de découvrir le rallycross. Merci. Et voilà, c'était une découverte, c'est un spectacle extrêmement sympa. Et c'était sur l'équipe 21, la première chaîne 100% sport, 100% gratuite. Alors on va refaire les points au championnat. Alors on le voit, Timur Terzanov. Allez, on va se dire au revoir. Merci Guy de nous avoir fait partager votre enthousiasme. Et bon après-midi sur l'équipe 21. Tout le plaisir était pour moi. 100% sport, 100% gratuite. Salut à tous.